Imaginez, on est dans une salle d'audience, une accusation grave, une défense inattendue et un verdict qui va embrasser l'opinion complète. Accusé d'avoir une femme, il affirme avoir trébuché. Donc, il a trébuché. Vous savez, on trébuche, on tombe, c'est pas fait exprès de tomber et que la pénétration aurait été accidentelle. Donc, en plus de trébucher, il a marché, j'imagine la femme était en dessous de lui, il est tombé, oups, et la pénétration est venue sur la femme accidentellement. C'est pas de sa faute, il a trébuché. Et vous savez quoi? Le tribunal le déclare non coupable. Comment une telle décision est-elle possible? Tu sais, on regarde le tout, on dit mais non, l'audace. Et surtout, qui dit réellement le droit? On est dans un système où, vous le savez, les victimes sont les dernières protégées. Elles doivent prouver factuellement qu'elles sont bien victimes. Et leur témoignage doit même être irréprochable pour le prouver. On est chez la DOA, it's about everything. On regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, en effet, dans cette affaire qui a été relayée par plusieurs médias, un homme était poursuivi pour V. Vous savez, pour V. Selon sa défense, il aurait trébuché, ce qui aurait entraîné un contact intime non intentionnel. Le tribunal a estimé que les éléments présentés ne permettaient pas d'établir hors de tout doute raisonnable une intention criminelle. Et en droit pénal, c'est fondamental. L'intention est un élément clé. Sans preuve suffisante d'intention, la condamnation devient juridiquement impossible. Comment la justice analyse ce type d'affaires? Dans les dossiers de V, le tribunal examine le consentement, la crédibilité des témoignages, les éléments médico-légaux, l'intention criminelle, la cohérence du récit. La justice ne juge pas l'émotion, elle juge la preuve. C'est comme ça, c'est pour ça que quand je vous dis que il y a la justice devant le tribunal et il y a les émotions, le tout, qu'on fait on déclare des versions des témoignages avec nos émotions. Mais dites-vous que dans la justice, dans le tribunal, il n'y a pas d'émotions. Nos émotions, ça peut nous porter préjudice, guys. Et c'est sérieux. Le doute profite à l'accusé. Cela ne signifie pas que les faits n'ont pas existé. Cela signifie que la preuve n'a pas atteint le seul requis. Donc, on peut être conscient que c'est en effet fort probable que ça existait, mais le fait qu'il n'y a pas assez de preuves, on est obligé de le libérer. Pourquoi ce type de décision choque l'opinion? Parce que socialement, un V est un sujet extrêmement sensible. Les victimes ont historiquement été peu entendues. Les relax sont parfois perçus comme une injustice, mais juridiquement, un verdict de non-culpabilité ne veut pas dire reconnaissance d'innocence absolue. C'est pas parce que tu as eu un verdict de non-culpabilité que tu n'as pas fait ce que tu as fait. C'est juste qu'il n'y avait pas assez de preuves. Aussi simple que ça. Ça veut juste dire que la preuve est insuffisante pour te condamner. On nous dit, la justice a parlé, très bien, mais la justice parle avec des règles écrites. Par qui? Pensées pour qui? Adaptées à quelle réalité? Dans les affaires de violence, il n'y a souvent pas de témoin. Donc, il n'y a pas de témoin. Souvent, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de preuve parfaite. Il y a une victime, un récit et un traumatisme. Et en face, un système qui exige la certitude absolue. Donc, ça veut dire que si tu as un moment de doute, un moment d'égarement, un blocage, tu es disqualifié. Alors oui, le doute protège contre l'erreur judiciaire. Mais quand le doute devient structurel, qui protège les victimes? On nous répète non coupable, mais dans combien de dossiers? Le problème n'est pas l'absence de violence, mais l'impossibilité de la prouver.
Ce débat n'est pas contre la présomption d'innocence, il est contre l'illusion que le système est neutre. Parce que le droit n'est jamais neutre. Il reflète une époque, une culture, un rapport de pouvoir. La vraie question n'est pas de condamner sans preuve. La vraie question est pourquoi la preuve est-elle si inaccessible quand il s'agit du corps des femmes? Pourquoi quand il s'agit du corps de la femme qui dit quelque chose, c'est compliqué de le confirmer? On n'a pas assez de preuves. On a besoin de plus de preuves. Tant que cette question dérange, le débat doit continuer. Ici, on ne détourne pas le regard. Les réseaux sociaux simplifient. Un titre viral devient « il trébuche et V accidentellement ». Mais un jugement est souvent beaucoup plus complexe. Contradiction dans les déclarations, expertise technique, absence de preuves matérielles, incohérence chronologique, la nuance disparaît en ligne. Cette affaire pose plusieurs questions. Le système protège-t-il suffisamment les victimes? Le principe du doute raisonnable est-il mal compris? La justice est-elle adaptée aux crimes sexuels souvent sans témoin? C'est un débat juridique, pas un débat émotionnel. Et on va regarder un peu maintenant dans le cadre juridique. Dans les systèmes de droit pénal contemporain, la charge de la preuve repose sur l'accusation. La culpabilité doit être démontrée hors de tout doute raisonnable. L'élément matériel et l'élément intentionnel doivent être établis. Dans les infractions sexuelles, l'intention et l'absence de consentement sont centrales. Concernant la méthodologie judiciaire, les tribunaux analysent la cohérence interne des témoignages, la concordance avec preuves matérielles, la crédibilité des parties, l'élément médico-légaux, contexte factuel global. Un verdict de non-culpabilité signifie uniquement le seuil probatoire n'a pas été atteint. Et la problématique structurelle. Les crimes sexuels présentent souvent absence de témoins, preuves limitées, versants contradictoires. Ce qui place le tribunal dans une position délicate entre protection des droits de l'accusé et reconnaissance des violences. Statistiquement, les violences sexuelles sont sous-déclarées, sous-poursuivies et sous-condamnées, pour toutes les raisons qui arrivent. Le système exige des preuves matérielles, une cohérence parfaite, absence de contradiction. Or, les traumatismes altèrent la mémoire, et ça, c'est un fait. La question clé à retenir, le seuil de doute raisonnable est-il adapté au crime intime? Car dans la majorité des cas, quand il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de caméra, parole contre parole, c'est compliqué. Et quand on regarde du côté de la France, les crimes jugés en cour d'assises nécessité de prouver violence, contrainte, menace ou surprise. Intime conviction des jurés. Environ 10% des victimes déposent des plaintes. Une minorité des plaintes aboutissent à une condamnation. Les affaires classées sans suite restent élevées. Et côté du Canada, la notion centrale du consentement affirmatif. Standard hors de tout doute raisonnable. Analyse très détaillée du contexte. Environ une agression sexuelle sur 20 signalée à la police. Donc, on a 20 agressions qui s'est passées. Il y en a une sur 20 qui va être signalée à la police. Taux de condamnation relativement faible comparé aux autres crimes violents. La différence majeure. Au Canada, l'absence de consentement doit être activement démontrée. Mais l'accusé peut invoquer une croyance erronée, raisonnable dans certains cas. En France, la qualification dépend souvent de la démonstration de contrainte ou surprise. Deux systèmes différents, mais une tension commune. Preuve élevée, versus reconnaissance des violences. Plusieurs facteurs expliquent cela. Difficultés probatoires, retrait de plainte, crédibilité contestée, négociations judiciaires qui peuvent venir s'ajouter. Dans un état de droit,
On peut être accusé publiquement, mais condamné uniquement sur preuves solides. Et entre les deux, il y a un tribunal, et c'est pas Twitter, c'est pas les réseaux sociaux. La tension entre présomption d'innocence et protection des victimes est structurelle au droit pénal moderne. Le droit protège contre l'erreur judiciaire, mais protège-t-il suffisamment contre l'impunité? Dans une salle d'audience, on ne juge pas une émotion, on juge une preuve. Et parfois, cette preuve ne suffit pas. Ce n'est pas toujours confortable, ce n'est pas toujours satisfaisant, mais c'est le prix d'un état de droit. La vraie question n'est pas pourquoi il n'a pas été condamné. La vraie question est, notre système est-il capable de protéger sans condamner à tort? Entre la colère collective et la rigueur juridique, il y a une ligne fine. Et cette ligne, c'est la justice. Ici, on ne crie pas, on analyse, on est chez la droite. Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Faites attention à vous et on se retrouve au prochain.